Chevaux et Psycho, le podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Les liens entre bien-être animal, éthologie et équithérapie. Maintenant qu'il n'est plus utile, il est nécessaire. À nous qui n'avons que 2 jambes, il nous en donne 4, si gracieuses et musclées à la fois. À nous qui avons perdu nos illusions, il propose l'idéal politique de la force sans violence et de la justice immanente. À nous qui sommes prisonniers de nos vies modernes, il promet la liberté. À nous qui vieillissons trop vite, il restitue le paradis perdu de l'enfance. À nous qui trébuchons chaque jour, il offre, entre ciel et terre, le suprême équilibre. C'est en ces mots que l'écrivain Jérôme Garcin décrit le cheval. Une définition bien choisie pour introduire mon propos sur l'équithérapie. Je suis Nicolas Aymon, je suis psychologue, équithérapeute et je dirige l'Institut de formation en équithérapie à Clichy. J'exerce l'équithérapie dans le bois de Vincennes depuis une très grosse dizaine d'années maintenant. J'ai été amené souvent en tant que praticien, comme directeur de formation ou dans un rôle de tuteur de mémoire, à m'intéresser à la question du bien-être de nos partenaires de travail, les chevaux. Je tiens auparavant à vous remercier d'avoir organisé ce débat public, mais aussi d'avoir pensé à y inviter non seulement le cheval, mais aussi l'équithérapie, en cela que la médiation équine est un exemple à la fois original et saisissant de l'importance du bien-être animal pour le mieux-être humain. Il est peu connu que le cheval a été domestiqué il y a maintenant environ 7000 ans, notamment pour pouvoir participer à des rituels de guérison chamanique dans lesquels il pouvait au passage être facilement sacrifié. La santé de l'homme est liée au cheval depuis les temps préhistoriques. Toutefois, je vais laisser aucun suspense quant à l'idée que nos pratiques ont sévèrement évolué depuis et qu'il y a bien longtemps qu'on n'a plus vu d'équithérapeute sacrifier un cheval en vue de soigner ses patients. Aujourd'hui, les chevaux avec lesquels nous travaillons sont vus comme les médiateurs du soin que les équithérapeutes prodiguent. Nous nous adressons à des patients, enfants, adolescents ou adultes, à des couples, des familles ou des groupes, atteints par des maladies mentales ou des handicaps, souffrant des mauvais coups que la vie ne se prive pas d'infliger à toutes les âmes humaines. Nous cherchons à mobiliser les qualités des chevaux en vue d'aider nos patients à aller mieux, parfois à guérir, et plus généralement à améliorer leur état de santé ou à poursuivre leur développement psychologique et psychomoteur. Nous aurions pu, soyons réalistes, nous passer des chevaux pour mener nos thérapies. Mais nous devons bien reconnaître que les équithérapeutes, qui sont souvent des cavaliers de longue date, trouvent toujours de très bons prétextes pour passer du temps avec les chevaux. Pour autant, faire intervenir des chevaux dans les thérapies apporte des situations particulièrement intéressantes. Aussi, les bons prétextes sont nombreux. Les chevaux nous sortent du tête-à-tête intimidant que nous imposerions si nous exercions en cabinet. Les chevaux sont une bonne solution pour réussir à parler de soi tout en imaginant ou laissant penser qu'on parle du cheval. Les chevaux sont vivants et sociaux, ils créent du lien, ils créent des échanges, à 2 avec le patient ou à 3 quand le thérapeute s'en mêle. Les chevaux communiquent avec leur corps à travers des postures, des gestes, des tensions, des expressions émotionnelles qui permettent de se passer des mots. Les chevaux sont aussi associés à une symbolique forte et ambivalente, mélangeant la force virile avec la douceur maternelle, la peur et l'admiration, la puissance et la dangerosité. Et d'expérience, mener une thérapie avec un cheval nous permet de gagner du temps. Moins de protocoles et d'appréhension pour faire connaissance en début de thérapie, plus de spontanéité dans les échanges, des possibilités d'expériences concrètes qui n'ont pas besoin d'être dites, et plus généralement l'envie de nos patients, leur implication et leur intérêt pour ce que nous avons à leur proposer. Mais venons-en à la question du bien-être qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. La question du bien-être animal est étroitement liée avec l'exercice de l'équithérapie. Il nous paraîtrait totalement incohérent de chercher à aider des humains à aller mieux en leur proposant d'être au contact avec des chevaux qui ne vont pas bien, malades, maltraités, souffrants, en situation de privation ou qui travailleraient contraints et forcés. D'autre part, les fédérations d'équithérapie promeuvent la démarche éthique. En particulier, la charte d'éthique et de déontologie de la Société française d'équithérapie rappelle dans son article 12
L'équithérapeute s'engage à prendre toutes les dispositions afin de ne pas utiliser d'équidés en état de souffrance et afin de préserver leur bien-être. Il signale aux personnes compétentes tout problème de santé qu'il aurait constaté concernant les équidés placés sous sa responsabilité. Il traite avec respect les équidés, le matériel et les installations placés sous sa responsabilité. Il transmet ce respect et le souci du bien-être des tiers humains ou équins à ceux qui participent à son intervention. De son côté, le syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine va encore plus loin dans sa charte de bonne pratique en consacrant un chapitre entier à la relation avec les équidés. Dans les relations avec les équidés, le praticien s'engage à disposer de qualifications suffisantes à l'entretien, à la surveillance, au choix et à la manipulation des équidés dans le cadre de ses pratiques. Il s'engage à tenir compte du bien-être des partenaires équins, prévenir par tout moyen les souffrances physiques et mentales auxquelles ils pourraient être confrontés, à signaler les mauvais traitements dont ils pourraient avoir connaissance, à veiller de façon absolue et nécessaire à la bonne santé des équidés, à la satisfaction de leurs besoins vitaux, à ne pas employer d'équidés en état de souffrance, à ne pas leur imposer de travail incompatible avec leur état de santé. Ils sont également engagés à faire preuve de respect envers les équidés, leur intégrité physique et psychologique au sein des séances et en dehors des séances. Ils s'engagent également à adapter le travail de chaque équidé à ses particularités, notamment de physionomie, de race, d'état de santé, d'âge, de tempérament, de caractère, de sensibilité, de compétences ou d'expérience. Et enfin, une grande liste d'engagements à offrir à chaque équidé intervenant sous sa responsabilité des conditions de travail et de retraite décentes et guidées par une recherche de bientraitance, ce qui peut notamment s'apprécier par une charge de travail raisonnable, un emploi du temps rationnel, des activités diversifiées, un travail continu d'entretien ou d'amélioration des compétences tout au long de leur carrière, une alimentation adaptée, un environnement répondant aux meilleurs usages concernant l'hygiène, des périodes de récupération, de liberté, de socialisation, un suivi vétérinaire conforme aux usages et aux recommandations sanitaires, des soins divers à visée préventive, des méthodes d'éducation, de dressage qui privilégient le partenariat et la motivation et qui ne sont pas fondées sur des pratiques violentes ou de soumission, l'emploi de harnachements et matériel adapté à la physionomie et en bon état d'usage et d'entretien, et enfin la prise en compte des questions liées à la fin de vie et de sa vie après une vente ou une cession. Voilà, on peut voir à la lumière de ces régulations déontologiques et de bonnes pratiques qu'il devient une évidence qu'exercer avec des chevaux en bon état mental et physique est une nécessité autant qu'un engagement fort pour les équithérapeutes. Et je veux appuyer mon propos sur l'étude menée par Clémentine Andrieux sur l'expression de signes de mal-être chez les chevaux. C'est une étude qui compare leur occurrence entre un lieu neutre, le box, des séances d'équithérapie et des séances d'équitation collective classiques. Ce travail partait du constat que, en dépit des précautions prises par les équithérapeutes, les chevaux de thérapie pouvaient manifester des signes de mal-être. Toutefois, on cherchait à savoir si l'équithérapie pouvait être une activité plus néfaste pour les chevaux que d'autres activités plus classiques. Les résultats de cette recherche montrent très nettement que les chevaux manifestent à peine plus de signes de mal-être en séance que lorsqu'ils sont au repos en boxe, et très nettement moins de signes de mal-être lorsqu'ils sont utilisés en équithérapie que lorsqu'ils sont utilisés pour l'enseignement collectif de l'équitation. Ces résultats ont été confirmés par diverses études plus récemment. On peut citer par exemple celle de Potier en 2015 qui confirme sur la base d'indicateurs biologiques que le niveau de stress des chevaux en équithérapie est significativement inférieur à celui qui manifeste dans des activités plus classiques au sein des centres équestres. Les équithérapeutes se reposent habituellement sur des considérations éthologiques pour choisir leurs chevaux, les préparer à leur métier et entretenir leur qualité tout au long de leur carrière. L'éthologie, c'est la branche de la biologie qui s'intéresse aux comportements produits par les espèces dans leurs environnements. C'est une science qui décrit les comportements, leur donne un sens, cherche des lois qui les régissent. Et les éthologues apprécient l'observation et aiment ne pas trop intervenir dans ce qu'ils observent. L'un des outils utilisés par les éthologues, c'est l'éthogramme. L'éthogramme, c'est un répertoire de comportements, la liste de tous les comportements produits naturellement par une espèce. On y référence par exemple des comportements sociaux, de repos, de nourriture. Un autre outil, c'est le budget-temps,
qui consiste à chronométrer le temps qu'un individu d'une espèce consacre à chaque activité dans une journée. Combien de temps il passe à se reposer, à se nourrir, à se déplacer, à être en contact avec d'autres individus, etc. Avec ces outils, on peut ainsi comparer le profil d'un cheval particulier avec le profil d'un cheval moyen et découvrir des spécificités qu'on peut voir comme des talents ou comme des travers. On peut aussi, par exemple, mesurer l'effet qu'un changement d'environnement produit sur le comportement d'un individu. Par exemple, passer 24 heures dans un troupeau ou passer 24 heures enfermé seul dans un box sur des copeaux de bois. Les éthologues ont du mal à s'accorder sur la notion de bien-être qui n'est pas consensuelle parce qu'elle est souvent liée à des interprétations ou à des considérations trop facilement subjectives. Ils définissent plus volontiers le bien-être comme l'absence de signes de mal-être. C'est le cas notamment pour Hélène Roche. Les comportements de mal-être ont en effet l'avantage d'être beaucoup plus faciles à détecter et à catégoriser objectivement, car les animaux expriment plus manifestement leur souffrance que l'absence de souffrance, et la notion de bonheur étant très centrée sur une considération humaine. Et le compromis que recherchent les équithérapeutes revient finalement à concilier d'une part les besoins fondamentaux des chevaux et d'autre part les exigences liées à leur détention et à leur utilisation. Concernant le respect des besoins fondamentaux des chevaux, cela revient à privilégier des chevaux qui ont la possibilité d'exprimer spontanément et aussi souvent que possible une grande variété des comportements habituels de leur espèce, ce qui va impliquer par exemple qu'ils puissent bénéficier régulièrement d'une certaine liberté de mouvement, qu'ils puissent passer un certain temps à s'alimenter, qu'ils puissent avoir des relations sociales avec d'autres chevaux, qu'ils puissent se reposer, et le tout en respectant autant que possible le temps journalier qu'un cheval en milieu dit naturel consacrerait à ces diverses activités. Ce qui revient à dire que plus les chevaux peuvent exprimer une large diversité des comportements spontanés qu'ils ont naturellement, mieux l'environnement répond à leurs besoins. Et là où nos intérêts d'équithérapeutes rejoignent les intérêts des chevaux, c'est que plus les chevaux avec lesquels nous travaillons expriment spontanément les comportements propres à leur espèce, et plus ils proposent à nos patients des situations variées grâce auxquelles nos patients vont vivre des expériences sur lesquelles nous, thérapeutes, allons rebondir et dont nous allons nous servir comme métaphore, ou qui vont par exemple leur permettre de se projeter, de parler un peu plus d'eux-mêmes. Aussi, un cheval bien dans ses sabots est souvent un cheval particulièrement intéressant pour l'équithérapie, et ce, quel que soit son tempérament. Le problème étant, et d'autant plus en milieu urbain, et y compris dans les banlieues les plus proches, de trouver des structures équestres qui puissent accorder aux chevaux qu'elles détiennent le privilège d'exprimer librement tout leur répertoire comportemental. Car pour être matérialiste, la logique économique à brève échéance dans l'exploitation de chevaux destinés à l'enseignement de l'équitation est rarement très en adéquation avec différents faits. Le fait d'offrir un hectare de prairie à chaque équidé, de les laisser en troupeau, libres de se battre au grand bénéfice des vétérinaires, d'organiser 6 tournées de nourriture par jour pour rallonger les temps de mastication, ou encore de les présenter couverts de pluie et de boue à la clientèle. Difficile. Et c'est pourquoi une logique de bien-être animal trop radicale nous amènerait à purement et simplement renoncer à exercer, car rares sont les parents d'enfants handicapés, parisiens, urbains, même suburbains, même en milieu rural, qui accepteront de passer 3 heures dans les transports pour que leur enfant puisse bénéficier d'une séance de 45 minutes d'équithérapie dans un centre équestre pouvant offrir les meilleures conditions idéales de vie aux chevaux. Et d'autre part, le cheval est une espèce entièrement domestiquée, les chevaux sauvages n'existent plus, et nous ne pouvons pas envisager sérieusement de relâcher nos chevaux dans les steppes de la Mongolie pour soulager notre culpabilité de les détenir. Nous allons donc devoir considérer que les chevaux sont bien une charge économique et que même si ce n'est pas l'aspect que nous préférons voir, nous ne serions pas des professionnels si nous n'acceptions pas d'exploiter leur travail et qu'ils sont, de fait, soumis à une obligation de rentabilité. Pour pouvoir leur offrir une carrière de qualité, nous avons le devoir de leur faire gagner leur vie.
À partir de ce difficile constat que j'ai fait douloureusement au début de ma propre carrière, qui avait commencé comme celle de tant de confrères pleine d'idéaux, la logique de relation homme-animal devient une logique de partenariat professionnel. Nos activités professionnelles respectives sont liées, notamment économiquement. En tant qu'employeur de chevaux, je peux imposer certaines contraintes raisonnables aux chevaux qui travaillent avec moi et pour moi, en contrepartie de quoi je leur dois des garanties. La garantie d'une bonne santé physique et psychique, de conditions de travail compatibles avec ce qu'ils peuvent supporter, et par exemple également d'une retraite dès qu'ils commencent à présenter des signes de faiblesse. De même dans le choix des structures équelles avec lesquelles nous choisissons de travailler. La façon dont elles traitent les chevaux et les conditions de vie qu'elles leur imposent peuvent devenir des éléments déterminants. Pour mon exemple, j'exerce au centre équestre Bayard UCPA, au milieu du bois de Vincennes. C'est en nombre de licenciés un des plus grands clubs de France. Il détient 50 poneys, 60 chevaux. Il se trouve implanté dans un environnement où la pression foncière est particulièrement forte. Est-il d'ailleurs encore possible de construire quoi que ce soit dans le bois de Vincennes? Les équidés sont détenus en boxe. Et les équidés ont une forte charge de travail toute l'année entre les groupes scolaires, les cours, les compétitions, les stages, etc. Sur le papier, c'est tout sauf l'endroit idéal pour pratiquer l'équithérapie, du moins du point de vue des chevaux. Sauf que la logique de fonctionnement de la structure respecte certains principes éthologiques de base, permettant en particulier aux poneys d'exprimer des comportements variés. Par exemple, les box sont grands et hébergent au moins 2 poneys, qui sont systématiquement regroupés par affinité. La qualité de la nourriture et la propreté des litières sont exemplaires. Les emplois du temps des chevaux sont mesurés individuellement et quotidiennement par informatique pour assurer une certaine diversité dans leur programme, éviter la lassitude et aussi garantir leur temps de travail. Et des paddocks de repos un peu isolés ont été aménagés pour que les chevaux puissent de temps à autre passer quelques heures au grand air et en compagnie. Enfin, une association a été créée pour faciliter la mise en retraite des chevaux dès le premier signe de faiblesse. Voilà, tout ce contexte fait que tous les chevaux présents sont toujours en très bonne forme et en bonne santé mentale et physique, dans un cycle de travail rationnel et dans des conditions exemplaires pour une structure, encore une fois, implantée sur le territoire de la plus grande ville de France. En équithérapie, nous travaillons beaucoup avec les chevaux, à pied, en liberté et avec peu de contraintes. Les patients peuvent ainsi interagir plus librement, aller au contact du cheval ou s'en tenir éloigné, brosser un cheval immobile ou en mouvement, essayer de diriger le cheval ou accepter d'être mobilisé par lui. Il n'y a que dans les éventuels temps où les patients montent à cheval que nous imposons davantage de contraintes aux chevaux pour d'évidentes questions de sécurité, ce qui impose de tenir les chevaux, d'exiger certaines réponses et d'interdire certains comportements. Ainsi, une partie du travail préparatoire que nous proposons aux chevaux est basée sur une approche éthologique, en particulier du travail à pied, dans lequel nous mettons en place des modes de communication avec le cheval. Nous parlons plutôt d'éducation que de dressage. On transmet au cheval certaines règles et interdits. Oui, mais nous ne cherchons pas à ce qu'il produise sur commande des comportements que nous leur apprendrions. Voilà, en conclusion, à travers ces quelques mots et illustrations, j'espère avoir réussi à vous montrer qu'utiliser des animaux dans un cadre professionnel n'est pas obligatoirement incompatible avec la prise en compte de leur bien-être et que les contraintes liées au travail peuvent permettre des compromis qui limitent le mal-être et cernent les risques auxquels nous exposons les chevaux. J'espère aussi avoir convaincu qu'une meilleure connaissance des animaux, notamment grâce à l'éthologie et aux outils qu'elle nous apporte, est l'une des clés pour que notre bonne volonté et nos efforts pour bien faire puissent se traduire par des effets observables sur la qualité de vie de nos partenaires de travail. Je vous remercie pour votre attention.